Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler de la question de la justice. De manière générale, lorsque l'on est en train de parler de justice, il y a un exemple qui est assez flagrant et qu'il faut qu'on garde à l'esprit. C'est le procès de Socrate qui a été développé justement dans l'Apologie de Socrate par Platon. Ce procès-là est extrêmement important parce que justement, il met en relation l'idée et la notion de justice avec le statut du philosophe. Ici, nous le savons, le philosophe Socrate a décidé de se soumettre à la justice et de boire la ciguë, de mourir, alors qu'il aurait pu s'échapper, montrant ainsi que sa vertu morale se calibrait justement à son idéal de justice. De manière générale, lorsque nous parlons de la question de justice, il faut imaginer qu'elle peut être considérée ainsi comme une vertu morale, un devoir donc que l'on a envers soi-même, mais également envers les autres. Mais il ne faut pas automatiquement mettre en relation la justice et la morale, car parfois ce n'est pas en lien. Des fois la morale va permettre des choses que le droit et la justice interdisent, tandis que des fois le droit et la justice vont permettre des choses immorales qui peuvent être impunies au regard de la loi. Il faut également distinguer ce que l'on appelle la justice du sentiment de justice. Nous pouvons prendre pour exemple notamment l'Antigone de Sophocle, dans laquelle le personnage d'Antigone décide d'enterrer son frère, qui devait être condamné à pourrir au soleil, par son oncle Créon. Créon fait respecter ainsi la loi en enfermant et en tuant Antigone, tandis que Antigone semble mettre en relation son sentiment de justice avec ses actions. De manière beaucoup plus factuelle, la notion de justice vient du latin ius, droit. Ainsi la justice est ce qui est droit dans un terme purement géométrique, c'est-à-dire une sorte de rigueur, mais également c'est ce qui respecte purement une loi extérieure et demande une forme d'obéissance. Lorsque l'on parle du droit comme ius, on peut donc parler du droit comme droit positif, c'est-à-dire un droit qui a été établi et qu'il faut respecter, que nous pouvons mettre en opposition notamment avec un droit naturel qui serait présent dès la naissance des individus par exemple. C'est ce que justement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen veut mettre en évidence, le fait que par exemple tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est une volonté de mettre en avant un droit naturel qui certes n'était pas respecté à l'époque. Il ne faut pas non plus distinguer le droit et la justice de l'exercice du pouvoir, car l'État est extrêmement important et l'État doit justement instituer et défendre les lois grâce à son administration. Ainsi, si l'on respecte ces réflexions-là, le droit n'est pas automatiquement l'application de la justice n'est pas automatiquement morale, mais le pouvoir est censé la faire respecter. J'aimerais que nous nous concentrions sur 3 aspects principaux en introduction. Premièrement, le rapport entre la justice et la force. La justice est censée, d'un point de vue social, gérer la vie en communauté. La raison de la justice reposerait donc sur une volonté de régler les relations collectives entre les individus, des relations qui, initialement, n'étaient pas du tout pacifistes. C'était, justement, la loi du plus fort. Ainsi, la justice va user d'une certaine force légitime pour assurer que la loi du plus fort ne se mette pas en œuvre. Néanmoins, nous avons un problème ainsi, c'est que si la justice utilise sa force, on peut se demander si la justice n'est pas violente elle aussi. Le deuxième élément viendrait également d'une réflexion sur les normes et les valeurs, car la justice n'est pas la même au regard de l'histoire, mais pas la même également pour chacun. Nous n'avons pas tous les mêmes normes de la justice, selon les États, par exemple. Ainsi, la justice va évoluer en fonction de la société, de l'époque, mais également de l'individu. Et il va être évidemment nécessaire d'essayer de définir ce que nous appelons une norme, c'est-à-dire quelque chose auquel on doit se conformer, qui a été inscrit et décidé. Nous terminerons justement en réfléchissant sur la relation entre différentes formes de justice, notamment la justice divine et la justice humaine. La justice divine qui semble prendre un aspect beaucoup plus vaste que celle humaine, car elle semble dépasser la raison simplement humaine. Je vous propose que nous partions sur la question suivante, la justice doit-elle être juste, pour justement insister sur cette relation qui n'est pas totalement évidente entre sentiment de justice et effectivité de la justice. Ainsi, on peut imaginer qu'un idéal de justice peut peut-être difficilement être atteint en droit, c'est-à-dire d'un point de vue purement légal. La première partie de la réponse reposera sur le fait que la justice semble avant tout être fabriquée de toutes pièces. Nous le voyons en un premier temps, car la justice est censée dépasser la loi du plus fort et être mise en œuvre pour cela. Je peux faire référence notamment au Gorgias de Platon du IVe siècle avant Jésus-Christ, dans lequel le personnage de Calliclès va nous expliquer justement que la justice des lois n'est pas naturelle, car elle souhaite effacer la loi du plus fort. Pour Calliclès, la loi du plus fort serait la véritable loi naturelle qu'il va falloir respecter, car la loi établie par les humains serait en réalité la loi des faibles qui cherche à restreindre le pouvoir des plus forts. Néanmoins, nous pouvons nous opposer à la pensée de Calliclès en montrant justement que la loi du plus fort ne fait pas force de droit, car le droit doit être constant.
C'est ce que Rousseau développe justement lorsqu'il questionne la loi du plus fort dans le Contrat social en 1762. Pour lui, il ne peut pas y avoir de droit du plus fort car si le droit se fonde sur la force de l'individu, la force déclinant, le droit déclinera aussi. Or, le droit doit être constant de manière absolue. De manière générale, on peut également ajouter le fait que la force n'a aucune moralité, contrairement à la justice qui se veut, notamment chez Rousseau, plutôt morale. Je terminerai la relation de la justice à la force en traitant de la généalogie de la morale de Nietzsche en 1887, dans lequel, justement, l'usage de la force va être vu de deux points de vue différents. D'un côté, le forçat, la personne qui est condamnée, qui a fait usage d'une force illégitime et qui va être condamnée, et d'un autre côté, la justice, qui, elle, va faire usage d'une force, mais d'une force légitime. Nietzsche va nous expliquer que la force qui va emprisonner d'une certaine manière le forçat, qui a commis le crime, ne sera pas du tout comprise par le forçat de la bonne manière, car le forçat va se demander pour quelle raison la justice peut utiliser la force, alors qu'au contraire, lui, n'a pas eu le droit de le faire. Au fondement de la justice, il y a donc une volonté farouche de s'opposer à la loi du plus fort et de développer ainsi des règles pour la vie en communauté. Il y a plusieurs manières d'interpréter ces règles. On peut imaginer notamment que les règles artificiellement créées par les sociétés humaines viendraient d'une sorte de coutume, ce que l'on appelle la loi coutumière, c'est-à-dire justement la loi du peuple, la loi de l'habitude. D'autres, au contraire, comme Cicéron, vont imaginer que la loi se fonde sur la raison et non pas sur la coutume. Vu que l'homme est naturellement rationnel, la nature de la loi sera de se baser sur la rationalité de l'individu. Ce sentiment de justice, qui, selon Cicéron, est originellement présent dans la nature humaine, va permettre à l'homme d'ériger des lois en fonction de ce qu'il appelle la droite raison. Ainsi, toutes les lois semblent naturelles, mais il va y avoir quand même quelques remises en question, notamment la loi du tyran, qui est une loi qui n'est pas naturelle, car elle va à l'encontre d'un sentiment de justice. La loi pourrait venir aussi d'une autre manière d'un accord tacite entre les hommes. C'est ce que Nietzsche développe dans Humain trop humain en 1878. Selon lui, les sociétés ayant développé des capacités militaires et économiques équivalentes n'avaient pas intérêt à s'affronter au risque de s'annihiler mutuellement. Elles ont donc décidé de mettre en place ce que l'on pourrait appeler une forme de justice pour éviter un carnage et régler les rapports entre les nations et les individus. De manière générale, il faut également rappeler que la loi, lorsqu'elle est créée, est donc à considérer comme une loi positive et non pas comme une loi naturelle, même si par exemple chez Cicéron, on pourrait imaginer que cette loi positive découle d'une loi naturelle comprise par la rationalité humaine. Historiquement, on peut donc ainsi imaginer qu'il y a 4 lois fondamentales naturelles qui régissent le comportement humain, le besoin de se nourrir, de se reproduire, le désir de vivre en société malgré la peur que nous inspire l'autre, et peut-être aussi l'idée de Dieu. Par rapport à cela vont se développer d'autres lois qui vont être créées artificiellement, qui vont gérer notamment la relation entre les peuples, c'est le droit des gens, la relation entre les gouvernés et les gouvernants, c'est le droit politique, et la relation entre citoyens, c'est le droit civil. C'est notamment l'idée que développe Montesquieu dans De l'esprit des lois, en 1748. Après tout cela, il est important aussi de se demander la raison pour laquelle il a été nécessaire d'établir une certaine forme de justice et des droits et des devoirs. L'une des raisons naturelles qui pourrait nous pousser, nous Français notamment, à nous poser cette question, ce serait justement la nécessité d'établir ce que l'on appelle l'égalité. Néanmoins, nous le voyons, en droit par rapport à la justice, l'égalité est également difficile à mettre en place. Cela est notamment dû à une opposition entre un idéal de justice que nous souhaitons et la faisabilité d'une justice équitable ou du moins égalitaire. Nous avons un exemple notamment de cette inégalité dans le rapport homme-femme qu'a développé Olympe de Gouges, grande féministe à l'époque de la Révolution, qui a écrit la fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui a pour objectif justement de mettre sur un pied d'égalité l'homme et la femme. C'est ce que la philosophe Antoinette Fouque, en 2009, va développer en dépassant encore plus cette notion d'équité et en parlant de parité. En effet, l'homme et la femme étant biologiquement inégaux en termes de constitution purement physiologique, il sera intéressant non pas de chercher une pure égalité qui serait injuste, mais au contraire de chercher une parité. Cette opposition justement entre justice, égalité et équité est développée par Rawls lorsqu'il va questionner la nécessité d'une justice sociale. Bien au-delà d'une justice théorique, il est nécessaire également d'assurer en plus d'une égalité des droits, une égalité sociale entre les individus. Cette notion d'égalité et d'équité va être également développée par le prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui va s'opposer d'une certaine manière à Rawls en expliquant que l'un des modèles qui pourrait nous servir à générer une forme d'équité au sein de la société serait le modèle de la capacité. En effet, du point de vue de la justice, il serait intéressant de se questionner sur la capacité de chaque individu à réaliser un idéal et à réaliser ses désirs.
La justice, vous l'avez vu, ici semble être difficile à mettre en œuvre car il y a plusieurs points de vue, l'équité, la parité, la justice sociale et la capacité. Il faut donc faire un choix et se rendre compte effectivement que l'idéal de justice doit être confronté à une réalité beaucoup plus pratique. Ainsi, il est important de se questionner sur le fondement normatif et moral de la justice. Moral car justement selon l'objectif de la justice que nous allons établir, nous n'allons pas créer la même justice, et normatif car en effet la justice constitue également un ensemble de règles. D'ailleurs, la notion de norme vient du latin norma, qui signifie lui-même règle, qui sont des principes qui vont prescrire quelle loi doit s'appliquer dans quel cas. Et ici, il va y avoir ainsi une distinction radicale entre la loi morale et la loi purement légale normative. Au 8e, 9e siècle, les commandements bibliques tels que « tu ne voleras point »,« tu ne reporteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain » semblaient être au fondement d'une loi qui permettait de régler les rapports sociaux. Mais nous l'avons vu, si la loi semble s'inquiéter sur l'intention de l'acte, elle ne va pas pouvoir réussir à le condamner de manière efficace. En effet, ce ne sera qu'une condamnation morale ou purement théorique, le fait par exemple d'aller en enfer si l'on ne respecte pas l'un des commandements. D'un autre côté, on peut donc imaginer une évolution de la loi qui va devenir beaucoup plus normative et ne va pas donc questionner l'intention derrière l'acte, mais simplement le caractère purement pratique de cet acte-là, c'est-à-dire la manière avec laquelle il a été réalisé. Nous sortons ainsi du domaine de l'intériorité, du jugement individuel, pour arriver vers un jugement beaucoup plus normatif, objectif, au niveau de la norme juridique. Cette norme juridique prendra comme base le droit positif. Ainsi, ce qui est juste ne sera pas ce qui se conformera initialement au sentiment de justice, mais bien plus ce qui sera validé par la norme juridique établie à un instant donné, comme le développe justement Kelsen dans Justice et droit en 1959. On peut ainsi se poser la question de la légitimité de la norme et de la justice, car en effet, si elle questionne uniquement la qualité de l'acte, elle peut également être biaisée d'une certaine manière, car elle va permettre à certaines personnes qui connaissent bien la loi de commettre des injustices au regard de la morale. Néanmoins, comme le développe Rousseau dans le Contrat social au XVIIIe siècle, la loi semble être initialement tout de même l'expression de la volonté générale, car en effet le peuple va établir des lois et il semble savoir ce qu'il veut. Néanmoins, même s'il sait ce qu'il veut, il ne sait pas automatiquement ce qui sera bon pour lui, d'où la nécessité chez Rousseau d'avoir ce que l'on appelle un législateur, c'est-à-dire une intelligence supérieure qui connaît les passions humaines, qui échappe à ses passions, qui est indépendante du bonheur des autres mais qui s'en soucie, un personnage surhumain en quelque sorte, qui va aider les hommes à créer des lois qui sont juste. On peut citer justement cet extrait, le législateur est à tout égard un homme extraordinaire dans l'État. Mais d'une autre manière, on peut également garder à l'idée que la légitimité de la loi viendrait en grande partie du fait qu'elle est solide et qu'elle ne va pas changer dans un claquement de doigts. Ainsi, par exemple, pour Spinoza, dans le traité politique de 1677, la justice va être là pour éviter le développement de l'arbitraire. Même un roi va être soumis à une justice qui aura été établie au préalable et qui va sans aucun doute lui survivre. On peut même ajouter justement que l'intérêt d'une justice qui va être objective, extérieure au sentiment humain et au sentiment de justice, sera également de proposer un arbitrage neutre. Nous avons tous réfléchi par exemple à la situation de la peine de mort. Certaines personnes, et c'est compréhensible, voudraient justement la remise en place de la peine de mort car elles évaluent leur sentiment de justice en montrant qu'il serait équitable, il serait juste, il serait raisonnable de faire souffrir une personne autant qu'elle a fait souffrir les victimes. Ici, la justice serait justement là pour éviter un arbitraire de la personne qui souhaiterait se venger et faire écran entre la victime et la personne qui a commis l'acte immonde de tuer par exemple. D'une autre manière également, cette justice serait légitime parce qu'elle va être légitimée par l'autorité qui va l'établir. Une autorité qui sera respectée va amener également une justice qui sera respectée. Terminons sur la question de la légitimité de la justice en expliquant également que sa légitimité semble se fonder sur le respect que nous avons pour cette loi. C'est ce que Platon va développer dans le Criton, un dialogue dans lequel Socrate va questionner les lois qui sont personnifiées dans un dialogue, et c'est l'instant justement où Socrate va pouvoir s'échapper de sa geôle au moment où il sait qu'il va être tué, et le moment où il va justement décider de ne pas partir. Il va développer plusieurs arguments pour nous montrer qu'il est important de respecter la loi pour la légitimer. Déjà, désobéir aux lois va fragiliser l'État, car si je suis moi-même quelqu'un qui désobéit aux lois, rien n'empêche une autre personne de désobéir aux lois, et
ainsi de suite, la loi va disparaître. D'une autre manière également, si nous ne sommes pas contents de la loi, nous pouvons partir. Nous pouvons choisir un État dont la loi nous correspond plus. Et enfin, ici c'est un argument propre à l'époque, il va falloir également obéir aux lois car elles sont légitimes d'un point de vue quasiment moral. Je peux être condamné dans l'Hadès, dans l'enfer, si je n'ai pas respecté ces lois, et je peux être également condamné par les hommes qui vont me critiquer. Après cette réflexion sur la norme et la question de la valeur de la justice, il est important de penser la justice également dans son rapport à l'homme. Car en effet, la justice semble être également quelque chose qui va permettre à l'homme de s'améliorer et de l'amener vers un idéal dans la société. Amartya Sen va justement le développer dans l'idée de justice en nous indiquant que la justice semble en partie former justement le corps social et le transformer en fonction de l'idée que nous avions initialement de la justice. Mais de manière générale également, la justice pourrait trouver une origine dans une volonté de ne pas subir l'injustice. Et cet idéal-là, qui semble guider les hommes, serait au fondement de la création de la justice. C'est ce que Platon développe dans La République, il fait un constat. Commettre l'injustice peut être agréable, par contre, nous ne voulons pas subir l'injustice, mais vu que les autres peuvent commettre une injustice vis-à-vis de nous, nous allons tous nous mettre d'accord pour éviter de subir l'injustice. Mais également, la justice est un outil idéologique, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir, comme je l'ai dit précédemment, former les hommes et les amener vers un idéal. C'est le cas notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, par exemple, pour Karl Marx, lorsqu'il parle en 1844 de cette déclaration-là, serait la réalisation laïcisée d'un idéal chrétien et d'un idéal bourgeois. Cette justice-là serait en réalité une justice qui souhaiterait développer l'idéal chrétien et également l'idéal du maintien de la propriété privée. Si la justice est un idéal, nous pouvons également confronter un autre idéal sans aucun doute plus puissant, c'est celui d'une justice divine. Et là, Leibniz va nous intéresser dans De la production originelle des choses prises à sa racine en 1697. Rappelez-vous, Candide, dans le Candide de Voltaire, qui disait « Tout va bien dans le meilleur des mondes ». Eh bien, « Tout va bien dans le meilleur des mondes » est une critique de Leibniz de la part de Voltaire, qui ne supportait pas le raisonnement que nous allons maintenant développer. Pour Leibniz, le monde dans lequel nous vivons est juste, car il a été choisi par Dieu comme étant le meilleur des mondes possibles. Imaginez que Dieu a pu effectuer des calculs extrêmement puissants et calculer différentes versions du monde dans lequel nous vivons. Il aurait donc choisi la version dans laquelle un maximum de bonheur se ressortirait. Ainsi, si nous vivons des horreurs en ce moment, c'est sans aucun doute dû au fait que le monde que Dieu a choisi est en réalité le monde dans lequel il va y avoir un maximum de bonheur. Et peut-être cet enchaînement de choses horribles va amener un bonheur bien plus grand. Vous comprenez donc pourquoi Voltaire critique Leibniz pas mal. Pourquoi est-ce que l'on parle de ça dans le cadre de la justice ? C'est pour montrer justement que l'idéal divin, finalement, d'une justice absolue, semble rentrer en confrontation avec la vision étriquée de l'homme qui ne voit qu'une partie du tableau. Nous critiquons Dieu en disant « c'est injuste, tu nous as mis dans un monde terrible », alors que pour Leibniz, justement, il faudrait que nous voyions le tableau dans son ensemble et que nous raisonnions comme Dieu en imaginant qu'il aurait choisi le meilleur des mondes possible. Néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que la loi divine semble être bien piètre par rapport à la loi que l'on a fondée de manière législative. Et justement par rapport à la question que nous nous posions. La justice doit-elle être juste, c'est-à-dire l'idéal de justice peut-il être atteint en droit ? Nous pouvons répondre que le droit est un moyen justement de fonder une justice normative qui devrait sans aucun doute être complétée par un sentiment de justice morale propre à chacun. En conclusion, il faut garder à l'esprit ainsi que l'idée de justice n'est pas automatiquement morale et que la justice elle-même n'est pas morale, car l'idée subjective que nous avons de la justice semble même se mettre en parallèle avec le sentiment de justice que nous avons nous, mais en revanche, ce qui est juste n'est pas automatiquement en relation avec ce que nous pensons être juste. La difficulté donc de réaliser une justice juste viendrait de la manière avec laquelle nous fonderions sa légitimité, soit à travers la norme, soit à travers l'idée d'une justice divine, soit à travers des appareils sociaux beaucoup plus complexes, comme le développe Rawls dans sa question de justice sociale, mais quoi qu'il en soit, elle restera néanmoins cette légitimité à l'appréciation des individus. J'espère que ce court podcast vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Instagram. Je suis un peu plus actif ces derniers temps. En tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu mieux la justice. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram de Philoptère. Ce sera avec un grand plaisir que je vous accueille dans la philosophie. Mon Dieu, c'est terrible, on dirait qu'on parle d'une secte. Allez, à très bientôt.